Bonjour à tous, j'ai trouvé la traduction assez rare en français de l'ouvrage de Michael Talbot, vous savez, qui est mort d'une leucémie à 38 ans, donc assez jeune, un peu comme d'autres qui parlaient de la réalité holographique, Isaac Bentov. Et j'ai trouvé cet ouvrage, il a été traduit, L'univers est un hologramme de Michael Talbot, avec une préface de Patrice Van Hersel, comment les scientifiques aujourd'hui confirment les dires des mystiques de toujours. Écoutez, je vous propose de vous le lire. Je vous lis le quatrième de couverture. Comment peut-on expliquer scientifiquement la télépathie, le voyage astral ou le dialogue avec l'au-delà? Pourquoi les médecines holistiques sont-elles efficaces? Quels sont les effets du lancement d'un engin spatial ou de la destruction de la forêt amazonienne sur l'équilibre du cosmos? Après 10 ans d'enquête auprès des scientifiques les plus avertis de notre époque, Michael Talbot nous explique dans ce livre essentiel leur nouveau regard sur la réalité. L'univers est un hologramme, c'est-à-dire que chaque point de l'univers contient l'univers tout entier. En montrant les conséquences de tous nos faits et gestes, cet ouvrage nous invite à une prise de conscience fondamentale. Donc Michael Talbot a collaboré à de nombreux journaux tels que le New York Times, Village Voice et le magazine Omni, où il menait des enquêtes sur les phénomènes paranormaux. Il fut invité aux Nations Unies en 1985 à exposer son point de vue sur les rapports entre la science et la spiritualité. Donc Talbot fut très tôt sujet à des phénomènes d'ordre paranormal tels que la sortie hors du corps et la rencontre avec des esprits. Parvenu à l'âge adulte, il voulut en savoir plus et se consacra aux recherches sur ce genre de phénomènes, curieux de savoir pourquoi l'orthodoxie scientifique était incapable de les expliquer. Sa formation fut diversifiée puisqu'il possède un diplôme de lettres et qu'il a suivi des cours d'histoire de l'art ainsi que des séminaires de physique à la faculté. Les 6 dernières années de sa vie ont été consacrées à l'écriture. Il a publié 7 livres, dont 4 relatent le résultat de ses recherches concernant les phénomènes paranormaux et mystiques. On retiendra l'univers, Dieu ou hasard, mysticisme et physique. Ok, le reste de la biographie, c'était déjà dans le 4e de couverture. L'univers est un hologramme. Ces données nouvelles sont d'une portée telle qu'elles pourraient bien révolutionner notre compréhension de la psyché humaine, de ses pathologies et de leur traitement. Il en est même qui transcendent par leur signifiance leur cadre de la psychologie et de la psychiatrie pour se poser comme un sérieux défi au paradigme cartésio-newtonien de la science occidentale. Elles sont susceptibles de modifier du tout au tout notre vision de la nature humaine, de la civilisation, de l'histoire et même du réel. Dr Stanislas Grof, à propos du phénomène holographique dans The Adventure of Self-Discovery, à la recherche de soi. Préface, Patrice Van Hersel. S'il fallait raconter en un seul mot la Renaissance, qui à partir de la fin du XVe siècle engendra la modernité, on pourrait, je crois, s'arrêter à celui-ci, lentille, que les opticiens appellent aussi objectif. La lentille permet de construire des télescopes et des microscopes et donc de pénétrer des univers infiniment petits et infiniment grands. Elle constitue surtout un filtre traducteur entre le monde, inconnu a priori, et notre conscience, qui nous est donnée d'emblée. Ce filtre artificiel, extrapolation des filtres naturels que sont nos 5 sens, de l'odorat au toucher, ils sont tous directement ou indirectement comparables à la lentille de nos yeux, le cristallin, présente une particularité mathématique remarquable, il est bijectif, c'est-à-dire qu'à chaque point supposé du monde, la lentille fait correspondre à un point et un seul de la représentation qu'elle offre à notre conscience. Ainsi naît, entre autres, la perspective, invention picturale où l'espace-temps objectif se déploie, fixe et composé d'entités irréductibles les unes aux autres, entre lesquelles la conscience est censée pouvoir aller et venir pour jeter des points de vue libres mais subjectifs. En réalité, c'est toute une vision du monde que la lentille va introduire à partir du XVIe siècle. Peu à peu, seuls ces filtrages seront reconnus comme représentants légitimes du réel. Et comme une lentille objectif ne peut traduire le dit réel qu'en termes d'objet, que ce soit sous l'angle visuel ou auditif, ou tactile, etc., seuls les objets seront donc décrétés vraiment réels, entre guillemets. La phrase « ceci est objectif » deviendra synonyme de « ceci existe », alors que la phrase « cela est subjectif » voudra plutôt dire « derrière une aumône de reconnaissance au nom de la liberté d'opinion, cela est sujet à caution » ou « cela relève du fantasme ». Et donc au bout du compte, cela n'existe pas. Progressivement, la Weltanschauung, c'est-à-dire la conception, lentille ou objective, embrassera les aspects les plus divers de la vie moderne.
Ainsi, politiquement, pour prendre un exemple peu cité, la démocratie parlementaire inventerait un système de représentation où à chaque circonscription correspondra un député et un seul, et il est amusant de constater que l'hémicycle parlementaire classique a grossièrement la forme d'une lentille. Concrètement, l'objectivisation du monde se développera de façon exponentielle sous forme d'une technosphère de plus en plus dense. Si dense qu'elle en viendra à menacer de manière suicidaire l'existence même de la biosphère qui la sous-tend et à laquelle nous devons la vie. Il est remarquable que ce soit au milieu du XXe siècle, au seuil de la dictature maximale de la lentille, théâtralisée par le cinéma et la télévision, qui reposent tous deux sur des caméras dotées d'objectifs, qu'apparaît un filtre radicalement nouveau, l'holographe. Il s'agit d'un autre outil à traduire le monde. Ce dernier demande toujours aussi inconnu en soi, et même de plus en plus, puisque les sciences physiques de pointe en sont à le décréter essentiellement indéterminé. Cette fois, l'outil traduit le monde non plus en image-objet, mais en représentation holographique. Qu'est-ce à dire ? L'holographie présente à son tour une particularité mathématique remarquable. Chaque point supposé du monde s'y trouve en quelque sorte étalé sur l'ensemble de la représentation, et chaque point de cette représentation contient l'image de l'ensemble du monde représenté. Ainsi, dans la version optique de l'holographie, et la plus connue du public, si vous brisez un hologramme en plusieurs morceaux, chacun d'eux continuera à vous restituer l'image de la globalité de la scène holographiée. Alors, il y a une note de bas de page ici. Avec une technologie parfaite, en théorie pure donc, cette restitution de la globalité du monde représenté, malgré le morcellement de l'image, devrait demeurer valable jusqu'à ce que la taille des morceaux atteigne la période de l'onde électromagnétique porteuse, soit une taille incroyablement petite, dont le plancher est constitué par la distance de Planck, soit 10 puissance moins 33 m mètres. Je continue. Jusqu'à présent, le caractère hautement révolutionnaire de l'holographie ne semble avoir été remarqué que par une poignée de chercheurs, géniaux, mais marginaux par rapport à l'establishment scientifico-philosophique objectiviste. Que les travaux de ces pionniers, notamment ceux de Karl Pribram et de David Bohm, portent sur la nature de la mémoire, élément décisif de notre conscience, aussi bien que sur la nature ultime de la matière-énergie, ouvrent un chapitre de la plus haute importance dans l'aventure humaine. Car il signale, entre l'extrême dedans et l'extrême dehors, plus qu'une connivence, une commune nature qui semble échapper à l'espace-temps. Pour le grand public, l'hologramme n'est encore qu'un gadget en 3D. Les découvertes majeures doivent parfois humblement patienter dans la salle d'attente des civilisations. Tôt ou tard, pourtant, ce nouveau filtre traducteur, allié non pas à la caméra mais sans doute à l'ordinateur, dévoilera son incroyable puissance. Il est difficile de prévoir les conséquences que cela aura sur la vie des hommes. Une chose est sûre, toutes les philosophies holistiques de notre fin de millénaire, que ce soit en médecine ou en agriculture, en écologie ou en pédagogie, tout ce désir actuel, parfois délirant mais mu par un besoin urgentissime de considérer les situations de manière globale, toutes les formules du type « penser globalement pour agir localement » ou « tout se tient » ou encore « un pour tous et tous pour un », toutes les idées de village planétaire entre guillemets ou de planète Gaïa concourent à nous préparer à la vision holographique du monde dont Michael Talbot nous entretient avec talent dans le livre qui suit. Alors on va faire une petite parenthèse ici. Je vous ai déjà parlé de cet ouvrage, Village planétaire. Et vous voyez ce que dit là le préfacier, c'est-à-dire que finalement, certains sortent des concepts ou des livres, etc., juste pour nous, je cite, préparer à la vision holographique du monde. C'est-à-dire qu'en fait, certaines œuvres littéraires, de la même manière que certaines œuvres de fiction comme des films, et là, etc., sont bien là pour nous préparer. C'est-à-dire que doit advenir à un moment donné, parce que les Hills estiment que la populace est prête, enfin j'imagine, ou alors certains prennent le droit d'eux, bon, eh bien, ils préparent bien donc la population, en sortant un livre ou un film, pour qu'on commence à s'habituer à, non pas cette nouvelle réalité, mais ce nouveau prisme de réalité. Je continue. D'un point de vue éthique, la question est de savoir comme toujours si cette tendance holistique ne se soldera pas par un accroissement de la servitude, mais au contraire par une poussée de la liberté intérieure. Dira-t-on un jour de façon péremptoire « ceci est holographique » pour signifier « ceci est réel », excluant tout autre filtrage ? Ou bien l'univers holographique sera-t-il moins sectaire que l'univers objectif créé à la Renaissance ? Il y a quelques raisons de pencher vers la seconde hypothèse.
ne serait-ce qu'à cause de l'irruption du relief dans la représentation du monde qu'il offre. Certes, la science-fiction a déjà prévu depuis des années de quelle façon l'holographie pourra permettre des manipulations d'images inouïes et des impostures monstrueuses, mais l'holographie nourrira aussi un monde où, comme dit le sémiologue belge Derrick de Kerckhove à propos des univers virtuels, nous ne serons plus, je cite, des points de vue fluctuants dans une perspective fixe, mais des points d'être tranquilles dans des décors fluides. En imitant le monde à la quasi-perfection, l'holographie nous obligera à regarder derrière le paravent chatoyant de nos images de plus en plus sophistiquées, derrière le masque trop criant des apparences, nous permettant ainsi, espérons-le, un pas de plus en direction de l'éveil, un pas de plus dans la découverte émerveillée de notre vraie nature intemporelle. Alors, petite parenthèse, certains, ésotéristes ou occultistes, diraient, plutôt que derrière le paravent, regarder derrière le voile, ou passer derrière le voile. Introduction. Dans la guerre des étoiles, les aventures de Luke Skywalker s'ouvrent sur les rayons lumineux que projette le robot D2-R2, R2-D2, lequel matérialise une petite réplique en relief de la princesse Leia. Luke, interdit, regarde cette évanescente statuette de lumière implorer l'aide d'un certain Obi-Wan Kenobi. Il s'agit d'un hologramme, d'une image tridimensionnelle produite avec un laser, et la magie technologique requise pour obtenir de telles images est tout à fait remarquable. Encore plus étonnant, certains savants commencent à penser que l'univers même serait un gigantesque hologramme, d'illusions extraordinairement détaillées, tout à la fois réelles et irréelles, ni plus ni moins que cette réplique miniature de la princesse Leia qui précipite notre héros dans sa quête. En d'autres termes, on est en droit de penser que le monde et tout ce qu'il contient, des flocons de neige aux érables, des étoiles filantes au mouvement tourbillonnaire des électrons, est également image fantôme, projection issue d'un niveau de réalité si éloigné d'une autre qu'il se situe littéralement par-delà l'espace et le temps. Les principaux architectes de cette sidérante hypothèse sont deux des plus éminents chercheurs que nous comptions, David Bohm de l'Université de Londres, qui fut le protégé d'Einstein et qui continue de jouir d'un grand respect dans les milieux de la physique quantique, et Karl Pribram, neurophysiologue à la Stanford University, auteur d'un classique en la matière, Languages of the Brain, les langages du cerveau. Il se trouve que partis de bases fort différentes, Bohm et Pribram parvinrent chacun de leur côté aux mêmes conclusions. La nature holographique de l'univers ne s'insinua dans l'esprit de Bohm qu'après des années de malaise devant l'incapacité des théories classiques à rendre compte de l'ensemble des phénomènes rencontrés en physique quantique. Quant à Pribram, ce fut le constat de l'échec des descriptions traditionnelles du cerveau, en particulier lorsqu'il s'agissait d'expliquer certains phénomènes neurophysiologiques, qui le décida. Toutefois, après avoir développé leur nouvelle vision des choses, Bohm et Pribram prirent rapidement conscience que le modèle holographique élucidait bon nombre de mystères. Ainsi expliquait-il l'apparente impuissance de toute théorie, si exhaustive fût-elle, à jamais rendre compte de l'ensemble des phénomènes présents dans la nature, l'aptitude de certaines personnes sourdes d'une oreille à situer quand même dans l'espace la source d'un bruit, et le simple fait de pouvoir reconnaître quelqu'un perdu de vue depuis longtemps, même s'il a beaucoup changé dans l'intervalle. Mais où le modèle holographique se révèle vertigineux, c'est quand il donne sens à un vaste éventail de phénomènes si difficiles à cerner qu'il restait exclu du champ de la science, phénomènes comme la télépathie, la précognition, le sentiment de ne faire qu'un avec l'univers éprouvé par les mystiques, et même la psychokinésie, faculté de déplacer des objets sans les toucher par le seul pouvoir de l'esprit. De fait, le modèle holographique est apparu très vite aux yeux des savants sans cesse plus nombreux, à l'adopter comme une clé permettant peut-être d'expliquer certaines expériences mystiques et paranormales, et ces 10 dernières années, il a continué de passionner les chercheurs, éclairant un nombre croissant de phénomènes jusqu'alors tenus pour inexplicables. Retraçons quelques étapes. 1980. Un psychologue de l'université du Connecticut, le Dr Kenneth Ring, suggère une explication des expériences de mort imminente dans le cadre du modèle holographique. Ring, président de l'International Association for Near-Death Studies, association internationale pour l'étude des états proches de la mort, considère que ces expériences, comme la mort elle-même, ne sont rien d'autre que le passage de la conscience individuelle d'un plan de la réalité holographique à un autre. 1985, le Dr Stanislav Grof, directeur de recherche en psychiatrie au Maryland Psychiatric Research Center, centre de recherche psychiatrique du Maryland,
et professeur associé dans la même discipline à la Johns Hopkins University School of Medicine, fait paraître un livre dont il ressort que les modèles neurophysiologiques existants sont inadéquats et qu'un modèle holographique est seul capable d'expliquer les expériences archétypales, c'est-à-dire les rencontres avec l'inconscient collectif et les autres phénomènes inhabituels survenant à l'occasion d'états modifiés de conscience. 1987, au congrès annuel de l'Association for the Study of Dreams, pour l'étude des rêves, le physicien Fred Alan Wolf soutint que le modèle holographique expliquait les rêves lucides, des rêves d'un réalisme inhabituel marqué par la conscience que le rêveur a d'être éveillé. Il s'agit selon lui d'excursions dans la réalité parallèle. Et le modèle holographique devrait nous permettre d'élaborer une physique de la conscience, grâce à laquelle nous pourrons entamer une exploration plus systématique de ces niveaux d'existence extradimensionnelle. Et cette même année, le docteur F. David Pitt, un physicien de la Queen's University canadienne, publie son Synchronicity, The Bridge Between Mind and Matter, la synchronicité passerelle entre l'esprit et la matière. Il y exprime l'idée que la synchronicité, c'est-à-dire des coïncidences parfaitement insolites et si riches de sens qu'elles ne peuvent raisonnablement résulter du hasard seul, trouve une explication dans le modèle holographique. Elle constituerait un défaut dans le tissu du réel et trahirait chez nous des processus de pensée bien plus étroitement connectés au monde physique que nous ne le soupçonnions. Il s'agit là d'un simple survol des concepts provocants qui seront abordés dans ce livre. Bon nombre sont sujets à controverse. De fait, c'est le modèle holographique en soi qui est controversé, une importante proportion de la communauté scientifique le refusant en bloc. Nous verrons toutefois que bien des penseurs de la première importance lui apportent leur soutien, tant est grande leur conviction qu'il pourrait s'agir de la plus approchante image du réel dont nous disposions à ce jour. D'autant que le modèle holographique bénéficie d'assises expérimentales non moins spectaculaires. Dans le domaine neurophysiologique, on ne compte plus les études qui sont venues corroborer les intuitions de Pribram sur le caractère holographique de la mémoire et des perceptions. En 1982, sous la direction du physicien Alain Aspect, une équipe de l'Institut d'optique d'Orsay Paris 11 démontra que les particules atomiques formant notre univers physique, le tissu même du réel, du manifesté pour le moins, sont dotés de propriétés apparemment holographiques. Nous commenterons en détail toutes ces découvertes dans les pages qui suivent. La valeur de l'hypothèse holographique ne repose pas sur les seuls résultats expérimentaux. La personnalité et le comportement de deux hommes qui la conçurent en sont garants. Ils avaient déjà derrière eux d'importants travaux. Car dans les années 40, Pribram fit œuvre de pionnier en se penchant sur le système limbique, région du cerveau impliquée dans les émotions et le comportement. Et non moins décisifs furent dans la décennie suivante les travaux de Bohm sur les plasmas. Plus significatif encore, l'un et l'autre se sont également distingués par leur courage, leur détermination à défendre leurs convictions. À l'université, préparant son doctorat, Bohm avait eu pour directeur de thèse Robert Oppenheimer. Quand en 1951 celui-ci tomba dans le périlleux collimateur de la commission sur les activités anti-américaines du sénateur Joseph McCarthy, Bohm, cité à charge, refusa de témoigner. En conséquence de quoi, il perdit son poste à Princeton et n'enseigna plus jamais aux États-Unis. Le Brésil puis Londres furent ses lieux de résidence successifs. Pribram dut subir une épreuve similaire au tout début de sa carrière. En 1935, constatant que, débarrassé de son cortex préfrontal, couche superficielle antérieure du cerveau, le patient le plus agité se transformait en mouton. Un neurologue portugais, Egas Moniz, s'était imaginé découvrir la panacée à toute maladie mentale. Alors on va faire une petite parenthèse ici. J'ai déjà lu, je ne suis pas scientifique, que trop d'ordinateurs, trop d'écrans, surtout c'est-à-dire les écrans d'ordinateurs fixes, amenuisent le cortex préfrontal. J'ai déjà lu ça dans des articles. Donc naturellement, ça amenuise ça. Donc après, il faut se demander pourquoi la plupart des gens sont de plus en plus des moutons. Je continue. Sous le nom de lobotomie préfrontale, l'opération avait connu un si vif succès dans les années 40 que Moniz s'était vu décerner le prix Nobel. Et ce succès n'allait pas se démentir dans la décennie suivante. Y avoir recours passa dans les mœurs, au point que le chirurgien Walter Freeman, reconnaissons-lui le mérite de la franchise, put écrire que d'inadaptés sociaux, schizophrènes, homosexuels, radicaux et toute la clique, la lobotomie fait de bons Américains. Vous imaginez ? Petite parenthèse, c'est ce genre de propos qui a donné des ouvrages d'Ira Levin et encore plus le film par exemple les Stepford Wives, les femmes de Stepford,
ou peut-être aussi The Truman Show, enfin plein d'autres films, la lobotomie fait de bons Américains. C'est terrifiant. Ouais, j'ai vu aussi hier soir le film, j'avais déjà vu il y a longtemps, mais Happiness Therapy, Thérapie du bonheur, avec le même acteur qui joue dans Limitless, là. Et au tout début, je voulais d'ailleurs vous l'enregistrer, en fait, il sort d'un hôpital psychiatrique, et son docteur lui met une musique dans la salle d'attente, et l'autre, il pète un câble, et quand il lui demande après, le docteur lui dit oui, je vous ai mis une musique déclencheur pour voir si vous y réagissiez toujours. Et c'est exactement aussi le fonctionnement du MK Ultra, c'est-à-dire programmer les gens avec des mots-clés ou des déclencheurs. Bref, fin de la parenthèse. Ce fut à cette époque que Prix Brahm entra dans la vie active. Aussitôt, à l'encontre de bon nombre de ses collègues, il jugea moralement répréhensible de tripoter le cerveau d'autrui. Conviction si enracinée qu'appelé à exercer comme neurochirurgien dans une petite ville de Floride, il s'opposa à toute lobotomie dans le service placé sous sa responsabilité. Il devait récidiver quelques années plus tard à Yale, et cette fois son intransigeance faillit lui coûter son poste. Cette détermination à se battre pour leurs idées au mépris de toute conséquence n'est pas moins évidente dans la manière dont Prix Brahm, comme Bohm, allaient mener leur étude sur le modèle holographique. Remettre en question des positions sociales déjà bien assurées pour promouvoir un concept aussi controversé n'était pas, nous le verrons, le chemin le plus facile. La constance tant de leur courage que de leur vision du monde plaide en faveur du modèle holographique. Ultime pièce à verser au dossier, le champ total du paranormal. Ultime mais non des moindres, ces dernières décennies ayant collecté des données tendant à miner le solide et confortable édifice de notre compréhension classique du monde, de cet univers de briques fondamentales dont on nous inculquait l'existence en cours de physique, les modèles scientifiques traditionnels restant muets devant les résultats de certaines expériences, la solution fut longtemps de les ignorer. Leur accumulation sonne le glas d'une telle attitude. Pour ne prendre qu'un exemple, en 1987, le physicien Robert G. Jahn et la psychiatre Brenda J. Dune annoncèrent que 10 années d'expérimentation rigoureuse dans leur Princeton Engineering Anomalies Research Laboratory, laboratoire de recherche sur les anomalies technologiques rattaché à l'université de Princeton, débouchaient sur l'incontestable évidence que l'esprit était capable d'interaction psychique avec la réalité matérielle. Interaction psychique, avec la réalité matérielle. Intéressant. En particulier, Jahn et Dune avaient pu constater que l'être humain, par la seule force de sa concentration mentale, était à même d'affecter le comportement de certains types de machines. Le modèle holographique y parvient, lui. Et comme négligés par notre approche scientifique classique, ces phénomènes paranormaux réclament de nous un regard autre sur l'univers, un nouveau paradigme scientifique. Cet ouvrage examinera comment les témoignages qui ne cessent de s'accumuler en faveur du paranormal semblent à leur tour exiger l'existence d'un tel modèle. Toutefois, si le paranormal reste un objet de controverse, ce n'est pas seulement parce qu'il ne peut s'intégrer dans la vision du monde couramment admise par la science. Le fonctionnement du psychisme étant souvent difficile à cerner dans les conditions de laboratoire, bon nombre de scientifiques en sont venus à simplement nier son existence. Il sera également question dans notre ouvrage de ce caractère élusif. Une dernière raison et d'importance majeure est que la science, contrairement à ce que pensent la plupart des gens, n'est pas exempte de préjugés. Un physicien m'en a donné la preuve le jour où je lui ai demandé ce qu'il pensait d'une expérience de parapsychologie dont on parlait beaucoup à l'époque. Fidèle au scepticisme ordinairement affiché par lui en la matière, il m'affirma péremptoire qu'elle n'avait débouché sur rien qui suggérât l'intervention du paranormal. Je n'avais pas encore pris connaissance des résultats de l'expérience, et respectueux tant de l'intelligence que de la notoriété de ce physicien, il ne me vint pas à l'esprit de mettre en doute ses conclusions. Toutefois, quand lesdits résultats me furent communiqués, je découvris avec stupeur qu'ils constituaient au contraire l'une des meilleures preuves de l'existence des facultés psychiques. Je venais d'apprendre que des savants de réputation mondiale pouvaient eux aussi avoir leurs œillères. C'est hélas monnaie courante dès qu'on touche au paranormal. Dans un article récent de l'American Psychologist, Irvin L. Child de Yale se penche sur le traitement réservé par la communauté scientifique à une série d'expériences menées par le Maimonides Medical Center, centre médical Maimonides de Brooklyn, sur la perception extrasensorielle. En dépit des résultats spectaculaires obtenus par les expérimentateurs, Child dut constater que leur travail ne suscitait pour ainsi dire aucun écho,
et pire que les rares expériences en présentaient une version déformée, au point de leur dénier toute importance. Comment est-ce possible ? D'abord parce que la science n'a pas toujours l'objectivité que nous lui souhaiterions. Nous portons sur nos savants un regard par trop respectueux. Nous affirment-ils quelque chose qu'il ne nous viendrait pas à l'esprit d'en douter ? Nous oublions que ce ne sont que des hommes sujets aux mêmes préjugés culturels, philosophiques et religieux que le commun des mortels. C'est dommage car il y a de fortes chances, au vu des témoignages qui seront apportés par ce livre, pour que l'univers soit considérablement plus riche que n'y autorise notre vision courante du réel. Mais pourquoi la science s'obstine-t-elle dans son refus du paranormal ? La réponse est moins évidente. Commentant la résistance que rencontrèrent ses propres vues peu orthodoxes sur la santé, le professeur Bernie S. Siegel, auteur du célèbre best-seller L'amour, la médecine et les miracles, soutient qu'il faut en voir le motif dans une véritable dépendance des gens à l'égard de leurs croyances. Essayez de les faire changer d'opinion sur quoi que ce soit, dit-il, vous les verrez maintenir fermement leur position. Il semble y avoir une bonne part de vérité dans la remarque de Siegel, mais peut-être est-ce pourquoi les grandes percées et intuitions dont nous sommes si fiers à présent suscitèrent en leur temps une telle résistance. Attachés à nos croyances, nous acceptons difficilement les théories aux concepts nouveaux, risquant de les ébranler. Or, la science occidentale refusant déjà depuis plusieurs siècles le paranormal, il est peu probable que la rencontre science-paranormale soit aisée. Personnellement, j'ai eu de la chance. Selon moi, la richesse du monde est bien supérieure à celle que nous avons coutume de lui prêter. J'ai grandi dans une famille où les dons psychiques n'étaient pas rares, et j'ai assisté dès mon plus jeune âge à nombre des phénomènes qui vont émailler ces pages. Aussi n'hésiterai-je pas de temps à autre, quand il y aura pertinence à le faire, à prendre des exemples dans ma propre expérience. Si conscient que je sois de leur simple valeur anecdotique, ils constituèrent pour moi la preuve la plus convaincante que nous vivons dans un univers dont nous ne commençons qu'à sonder l'ampleur. Aussi les inclurai-je en raison des aperçus qu'ils sont susceptibles d'offrir. Ces derniers temps, sous prétexte que le concept holographique encore en gestion n'offrirait qu'une mosaïque de points de vue et d'indices disparates, certains lui ont refusé le nom de théorie ou de modèle tant que son intégration dans un ensemble plus unitaire ne serait pas achevée. Certains chercheurs se sont donc rabattus sur paradigme, d'autres sur analogie, métaphore, chacun selon son goût. Pour ma part, soucieux de traquer la répétition et de ne blesser personne, j'ai alterné les divers termes. Modèle ou théorie pourront se présenter au fil de ces lignes, mais sans prétention aucune à leur étroite acception. Dans la même veine, j'estime important de souligner que pour être à l'origine du modèle holographique, Bohm et Pribram n'épousent pas l'ensemble des vues et conclusions proposées dans ce livre. J'ai plutôt obéi à l'urgence de présenter, outre leur théorie, celle des nombreux chercheurs influencés par le modèle holographique, lesquels l'ont interprété à leur manière sans être nécessairement d'accord avec les pères fondateurs ou même entre eux. Nous aborderons également diverses notions de mécanique quantique, branche de la physique étudiant le comportement des particules élémentaires, électrons, protons, neutrons, etc. Pour avoir l'habitude d'écrire sur le sujet, je me rends parfaitement compte que certaines personnes sont intimidées par ce mot de quantique, y voyant poindre un domaine dont elles craignent qu'il ne les dépasse. Mais être inculte en mathématiques, je le sais par expérience, n'interdit nullement la claire perception du type de problème dont nous parlerons ici. Vous n'aurez même pas besoin d'un quelconque teinture de savoir scientifique. Tomberez-vous sur une page comportant quelques termes scientifiques inconnus, il vous sera seulement demandé de garder votre ouverture d'esprit. Je me suis attaché à réduire la fréquence de ces termes, et s'il m'arrive d'y avoir recours, je m'efforce toujours d'en donner une définition avant de poursuivre. Pas de panique donc, une fois surmonté votre peur de l'eau, vous nagerez dans l'étrange et fascinant océan de la physique quantique bien mieux que vous ne l'auriez soupçonné. Vous allez également découvrir que quelques-unes de ces notions, pour peu qu'on s'y attarde, sont même susceptibles de changer votre manière de voir le monde. En fait, j'ai bon espoir que les idées contenues dans ce livre vont effectivement modifier votre vision du réel. Et c'est dans cet humble désir que je vous le soumets. Une nouvelle et remarquable vision du réel. Asseyez-vous devant les faits comme un enfant, prêt à renoncer à toute opinion préconçue. Suivez humblement la nature dans quelque abîme qu'elle vous mène, où vous serez voué à ne jamais rien comprendre. T.H. Huxley. Le cerveau comme hologramme. Ce n'est pas que le monde des apparences soit faux, ce n'est pas qu'à un certain niveau de réalité les objets extérieurs soient dénués d'existence. C'est simplement que si on pénètre à l'intérieur de l'univers et qu'on lui applique une grille holographique, on aboutit à un point de vue différent, à une réalité autre. Et cette autre réalité peut expliquer des choses restées jusqu'alors scientifiquement inexplicables.
phénomènes paranormaux, synchronicité, coïncidence apparemment lourde de sens. C'était un extrait d'un entretien avec Karl Pribram paru dans Psychology Today. Ce qui amena Pribram à concevoir son modèle holographique fut la question de savoir comment et où les souvenirs se stockaient dans la mémoire. Il commença de s'y intéresser au tout début des années 40, alors que leur localisation dans le cerveau faisait la quasi-unanimité. On s'en tenait à l'hypothèse que chaque souvenir, celui de la dernière fois où vous avez vu votre grand-mère, ou celui d'un gardénia dont à 16 ans vous humiez le parfum jusqu'à l'ivresse, laissait sa trace quelque part dans vos cellules cérébrales. Si ces traces avaient déjà un nom, en grammes, personne n'était à même d'en préciser la nature. S'agissait-il de neurones, ou encore d'un type spécial de molécules ? Dans la communauté scientifique, le moral était au beau fixe, on n'allait pas tarder à l'apprendre. Pareil espoir n'était pas sans fondement. Dans les années 20, des recherches menées par le neurochirurgien canadien Wilder Penfield avaient montré de manière assez convaincante que tel souvenir précis avait sa place dans tel endroit précis du cerveau. Tirant parti d'une des curiosités de ce noble viscère, celle d'être en soi inaccessible à la douleur, il avait pu mener, après une simple anesthésie locale de l'épiderme et des os du crâne, une série d'expériences décisives sur des personnes parfaitement conscientes. Il stimula donc électriquement divers points du cerveau d'épileptiques à sa disposition et fut surpris de constater que leur appliquer les électrodes sur les lobes temporaux les amenait à revivre des épisodes de leur passé dans les moindres détails. L'un d'eux se retrouvait soudain parlant avec des amis en Afrique du Sud. Un gosse entendit sa mère au téléphone et Penfield n'eut qu'à donner quelques impulsions pour obtenir la conversation in extenso. Petite parenthèse, vous imaginez ça comme technique de torture par exemple ? Ça doit être assez redoutable. Hein. Une femme se crut dans sa cuisine avec son fils qui jouait dans le jardin. Même le subterfuge de leur faire croire qu'il activait un autre point ne lui faisait pas changer de souvenir. Dans The Mystery of the Mind, le mystère de l'esprit, qu'il publia en 1965, soit peu de temps avant sa mort, il écrit « De toute évidence, il ne pouvait s'agir de rêve. On assistait au déclenchement artificiel d'une sorte d'enregistrement, celui d'une séquence de conscience jusqu'alors tenue en réserve, apparemment. Le patient revivait sous forme de flashback l'ensemble de ses perceptions, sentiments et pensées dans la période de temps concernée. » Extrêmement intéressant. Hein. Alors, ça c'est dit dans Wilder Penfield, The Mystery of the Mind, A Critical Study of Consciousness and the Human Brain, Princeton 1975. Penfield en conclut que le cerveau a enregistré l'intégralité de notre expérience passée, depuis les visages entreaperçus dans une foule jusqu'aux moindres toiles d'araignée sur lesquelles nos yeux d'enfant se sont posés. De là, selon lui, la fréquence des détails insignifiants dans les souvenirs qui nous remontent d'eux-mêmes à l'esprit. En effet, si nous avons affaire à l'enregistrement intégral de notre quotidien dans ce qu'il a de plus terre-à-terre, comment s'étonner que, jeté au hasard dans un tel océan d'informations, le filet ne ramène le plus souvent que du menu fretin ? Jeune interne en neurochirurgie, Pribram n'avait pas la moindre raison de mettre en doute la théorie penfieldienne des engrammes. Puis quelque chose vint radicalement et à jamais modifier son point de vue. En 1946, il fut amené à travailler au laboratoire Yerkes de biologie des primates, puis à l'Orange Park en Floride, auprès du grand neuropsychologue Carl Lashley, lequel depuis plus de 30 ans traquait les mécanismes élusifs de la mémoire. À même d'y observer directement les fruits de ce labeur acharné, Pribram constata que non seulement Lashley n'était toujours pas arrivé à produire la moindre preuve de l'existence des engrammes, mais que ses recherches semblaient bien au contraire saper une à une les découvertes de Penfield. Les expériences portaient sur des rats que Lashley commençait par entraîner à un certain nombre de tâches, comme de courir dans un labyrinthe, petite parenthèse qu'on voit dans le film Des fleurs pour Algernon. Il prélevait ensuite au bistouri sur le cerveau des cobayes diverses quantités de matière grise et supprimant le secteur où était censé s'être inscrit le processus mémoriel qui leur permettait de triompher d'un labyrinthe. Il s'aperçut que quelques portions de cerveau qu'il retrancha, les souvenirs subsistaient. S'il n'était pas rare que les capacités motrices fussent sérieusement atteintes et que le parcours s'effectuât sur un mode trébuchant, la mémoire restait intacte, à l'évidence. Pribram n'en croyait pas ses yeux. Si chaque souvenir avait sa place dans le cerveau comme un livre sur les rayons d'une bibliothèque, pourquoi les ponctions de Lashley restaient-elles sans effet ? Une seule explication, que ces souvenirs fussent dénués de localisation spécifique et distribués dans l'ensemble du cerveau. Le problème était toutefois de n'avoir pas la moindre idée du mécanisme ou du processus apte à rendre compte d'un tel état de choses. Lashley n'avait
même pas ce début de conviction. Plus tard, il écrivit « Récapitulant le dossier sur la localisation des traces mémorielles, j'ai parfois l'impression qu'il conclut à l'impossibilité de tout apprentissage. Pourtant, quelle que soit l'évidence du contraire, il arrive parfois qu'on en sache plus qu'avant. » En 1948, Pribram se vit proposer un poste à Yale. Alors, petite parenthèse, là où il y a la fraternité Skull and Bones, vous savez. Avant de quitter Lashley, il aida à consigner par écrit ses 30 années de recherche monumentale. Bonjour à tous, bienvenue dans cette deuxième partie de la lecture de la traduction pas courante en français. L'univers est un hologramme de Michael Talbot, qui est décédé assez brutalement à l'âge de 38 ans. La percée. À la Yale University, Pribram continua de réfléchir sur une éventuelle distribution des souvenirs dans l'ensemble du cerveau, et plus il explorait cette hypothèse, plus il en sentait la cohérence. Après tout, les patients dont on avait retiré une partie du cerveau pour raison médicale ne perdaient jamais tel ou tel de leurs souvenirs. Avec de gros morceaux de matière grise en moins, on avait toutes les chances de ressortir du bloc opératoire les idées brumeuses, mais jamais en déplorant la perte d'un souvenir précis. Par ailleurs, nul accidenté de la route victime d'un grave traumatisme crânien n'était frappé d'amnésie partielle. Ne reconnaissait par exemple qu'une partie de ses proches ou ne se rappelait que la moitié d'un roman précédemment lu. Même des prélèvements effectués au niveau des lobes temporaux, ce secteur du cerveau porté au premier plan par les recherches de Penfield, ne s'était pas soldé par la moindre lacune dans la mémoire des sujets. Pribram était également conforté dans son opinion par le fait que personne, pas plus que lui que ses collègues biologistes, ne parvenait à dupliquer les résultats de Penfield en simulant d'autres cerveaux que ceux d'épileptiques. Penfield non plus au demeurant. Toutefois, les indices de plus en plus nets d'une distribution de chaque souvenir dans l'ensemble du cerveau n'expliquaient toujours pas comment ce dernier s'y prenait pour opérer ce tour de passe-passe. Puis au milieu des années 60, Pribram tomba sur l'article du Scientific American décrivant le premier hologramme et ce fut la révélation. Non content d'être vertigineux dans ses implications, le concept holographique apportait une solution aux problèmes avec lesquels il se débattait. Pour mieux comprendre l'exaltation de Pribram, il convient d'en savoir un peu plus sur la technique holographique. L'un des éléments qui la rendent possible est un phénomène connu sous le nom d'interférence. Il s'agit de la structure entrecroisée qui se manifeste quand deux ondes ou plus viennent se rencontrer. Jetons un caillou dans l'eau, nous allons voir s'élargir autour du point d'impact une série de rides concentriques. Jetons-en deux, et ce sont deux séries qui vont se propager en surface et finiront par se rencontrer, s'interpénétreront. Le complexe agencement des crêtes et de creux résultant des collisions est un système de franges d'interférence. Tout phénomène ondulatoire est susceptible de produire ce genre de système, y compris les ondes hertziennes et la lumière. Mais le laser, lumière d'un type très pur, on la qualifie de cohérente, y est particulièrement propice. Il nous dote en quelque sorte du bon caillou, du bon plan d'eau. Aussi fallut-il attendre son invention pour obtenir les hologrammes que nous connaissons aujourd'hui. À l'origine de ces derniers, il y a la scission d'un unique faisceau de lumière cohérente par un miroir semi-transparent. L'un des faisceaux résultants, le faisceau d'éclairage, n'atteint la plaque sensible qu'après avoir été diffracté par l'objet holographié, tandis que l'autre, le faisceau de référence, l'y rejoint à l'issue d'un parcours sans histoire par un jeu de miroirs. Petite parenthèse, tout ça, ça fait un peu penser à la pochette de l'album le plus connu de Pink Floyd. De leur collision naît un système de franges d'interférence qui est enregistré sur l'émulsion. À l'œil nu, aucune ressemblance avec l'objet holographié, plutôt avec les cercles concentriques dont nous parlions plus haut, ceux qui pourraient naître d'une poignée de galets jetés dans un étang. Mais qu'un rayon laser, dans certains cas une simple source de lumière plus vive, vienne frapper le film, une image en relief de l'objet apparaît. Il n'est pas rare que la tridimensionnalité de ces images soit telle qu'il est possible d'en faire le tour, d'observer la projection holographique sous divers angles, comme on le ferait d'un objet réel. Toutefois, essayez de la toucher, votre main passera au travers et vous constaterez qu'en réalité il n'y a rien. Tel n'est pas le seul aspect remarquable d'un hologramme. Prenons la plaque où est enregistré celui d'une pomme et brisons-la. Chaque moitié rendra sous laser non la moitié de l'image, mais sa totalité. Répétons l'opération, et une pomme entière continuera de naître de chaque fragment, plus flou toutefois, à mesure que se réduira la taille de ce dernier. À la différence d'une photo, un hologramme contient dans chacun de ses points l'ensemble de l'information enregistrée. Tel fut précisément l'aspect qui fascina Pribram,
car il évite une métaphore du mode de répartition possible des souvenirs dans le cerveau. Si chaque secteur de l'émulsion était en mesure d'enregistrer les informations requises pour la reconstitution de l'image entière, on pouvait envisager que le cerveau abritât dans chacune de ses parties de quoi reconstruire un souvenir dans son intégralité. La vision aussi est holographique. Il n'y a pas que la mémoire dans le cerveau soit susceptible d'opérer un traitement holographique. Lashley découvrit que les centres optiques du cerveau n'offraient pas moins de résistance à l'éradication chirurgicale. Même amputé de 90% de son cortex visuel, la région du cerveau qui reçoit et interprète ce que voit l'œil, un rat continue de pouvoir exécuter des tâches exigeant un haut niveau de compétence optique. De même, une étude menée par Pribram a révélé qu'il était possible de sectionner 98% des nerfs optiques d'un chat sans sérieusement diminuer son aptitude à des tâches visuelles complexes. Bref, cela revenant à imaginer des spectateurs encore capables d'apprécier un film projeté sur un écran dont les 9/10 auraient disparu, ce genre d'expérience posait une fois de plus un sérieux défi à la compréhension classique des processus de la vision. À l'époque, prévalait en effet la théorie d'une correspondance point par point entre l'image captée par l'œil et sa reproduction dans le cerveau. En d'autres termes, on pensait que voir un carré suscitait au niveau du cortex visuel une activité électrique ayant la forme d'un carré. Si mortel qu'apparut le coup porté à cette conception par les découvertes de Lashley, Pribram souhaitait d'autres preuves. À Yale, il élabora un protocole d'expérience susceptible de placer le problème sous un nouvel éclairage et consacra en partie les 7 années qui suivirent à mesurer avec soin l'activité électrique cérébrale de singes s'acquittant de diverses tâches visuelles. Force lui fut de constater l'absence non seulement de toute correspondance point par point, mais aussi d'un type quelconque de lien avec l'ordre dans lequel il activait les électrodes. Ces résultats expérimentaux, note-t-il dans son compte-rendu, sont incompatibles avec l'hypothèse d'une projection de type photographique des images sur la surface corticale. Pareille résistance à la chirurgie suggérait une fois de plus qu'à l'instar des souvenirs, chaque image perçue se distribuait dans le cerveau. Et découvrant l'holographie, Pribram eut l'intuition de la manière dont cette distribution s'opérait. La faculté d'un hologramme de contenir le tout dans chacune de ses parties expliquait à coup sûr qu'un prélèvement, même important sur le cortex visuel, resta sans effet sur la vue. Si le cerveau traitait l'information optique par l'entremise de quelque espèce d'hologramme interne, un fragment de cet hologramme, si petit fût-il, restait en mesure de restituer l'ensemble de ce que l'œil percevait. Peut-être était-ce là qu'il fallait chercher l'explication de cette absence de correspondance point par point entre la réalité extérieure et l'activité électrique du cerveau. Car répétons-le, si celui-ci traitait les données captées par l'œil sur un mode holographique, une correspondance point par point entre son activité électrique et l'image perçue devenait tout aussi improbable qu'entre les circonvolutions visibles sur l'émulsion holographique et l'image codée dans leur moirure vide de sens. Restait une question. À quel phénomène ondulatoire le cerveau avait-il recours pour créer ces hologrammes internes ? Pribram n'eut pas à y réfléchir longtemps pour en trouver une réponse. On sait que les communications électriques entre cellules nerveuses n'ont rien d'isolé. Les neurones sont ramifiés et lorsqu'un message électrique atteint l'extrémité d'une des petites branches, il rayonne à la manière des rides qui, dans l'eau, se propagent autour du point d'impact d'un caillou. Par suite de l'extrême densité des neurones dans le tissu nerveux, ces rides d'électricité, le voilà, notre phénomène ondulatoire, ne cessent de s'entrecroiser. En se remémorant cet aspect des choses, Pribram prit conscience que ces messages devaient probablement donner naissance à un kaléidoscope virtuellement infini de franges d'interférence, lesquelles étaient peut-être à l'origine des caractéristiques holographiques du cerveau. L'hologramme n'a jamais cessé d'être là, dans la nature ondulatoire des échanges entre cellules nerveuses, nota-t-il. Nous n'avions simplement pas eu l'intelligence de nous en apercevoir. Autre problème susceptible d'être élucidé par le modèle holographique. Ce fut en 1966 que Pribram publia son premier article sur une éventuelle structure holographique du cerveau, hypothèse qu'il peaufina et enrichit durant les 7 années qui suivirent. D'autres chercheurs ne manquèrent pas de s'y intéresser pour très vite s'apercevoir que les mécanismes de la mémoire et de la vue n'étaient pas les seuls mystères susceptibles d'être dissipés par le modèle holographique. L'immensité de notre mémoire. De fait, s'y référer permet de mieux comprendre comment notre cerveau peut emmagasiner tant de souvenirs dans un espace si restreint. Selon des calculs dus au brillant physicien et mathématicien d'origine hongroise, John von Neumann, ce serait 2,8 fois 10 puissance 20, 280 milliards de données qu'enregistreraient nos cellules cérébrales au cours d'une vie de durée moyenne.
énorme et les spécialistes du cerveau ont longtemps cherché quel mode de traitement pouvait rendre compte d'une telle performance. Or, il est intéressant de noter que les hologrammes sont également dotés d'une prodigieuse capacité de stockage de l'information. Modifier l'angle d'arrivée des faisceaux sur l'émulsion autorise en effet l'enregistrement sur la même plaque de plusieurs images, chacune restituable par un laser de lecture doté du même angle d'impact. Des chercheurs ont calculé que le recours à cette méthode permettait de concentrer sur un centimètre carré d'émulsion holographique l'équivalent de 50 bibles. Avec les hologrammes à images multiples, tels ceux décrits au paragraphe précédent, nous disposons aussi d'une clé pour la compréhension des phénomènes de mémoire et d'oubli. Quand sous le faisceau de laser de lecture on fait évoluer perpendiculairement au regard un fragment de film ainsi impressionné, les diverses images contenues se manifestent et s'évanouissent en un flux miroitant. On a donc pu suggérer que se souvenir de quelque chose équivaudrait à capter sous le laser telle ou telle image, et un trou de mémoire à ne pas être capable de trouver l'angle adéquat. La mémoire associative. Dans le roman de Proust, du côté de chez Swann, une gorgée de thé sur une bouchée de petite madeleine provoque soudain chez le narrateur la remontée d'un flot de souvenirs d'enfance. Passé la surprise des premiers instants, il parvient lentement et non sans effort à se remémorer que jadis, lorsqu'il lui rendit visite, sa tante avait coutume de lui donner un morceau de sa madeleine trempé dans son thé. Il n'est probablement personne qui n'ait vécu ce genre d'expérience où le parfum d'un plat, la réapparition d'un objet dont on avait oublié jusqu'à l'existence, fut brusquement ressurgir quelques scènes du passé. Pour éclairer cette tendance associative de la mémoire, le concept holographique dispose une fois de plus d'une analogie offerte par une autre technique d'enregistrement des hologrammes. Cette dernière s'opère par projection simultanée du rayon laser scindé sur deux objets distincts, un fauteuil et une pipe par exemple. Les ondes lumineuses diffractées par chacun sont ensuite amenées à se heurter, le système de franges d'interférence résultant de la collision s'enregistrant sur l'émulsion. Par la suite, chaque fois que le faisceau de lecture passera par le fauteuil avant d'atteindre la plaque, une image en 3 dimensions de la pipe apparaîtra. Inversement, si le faisceau est d'abord braqué sur la pipe, l'hologramme suscité sera celui du fauteuil. Un fonctionnement holographique du cerveau expliquerait que, par un processus similaire, certains objets soient associés à des fragments précis de notre passé. Le simple fait de reconnaître des objets familiers. Que nous soyons à même de reconnaître des objets familiers n'a peut-être à première vue rien d'exceptionnel, mais c'est une faculté dont les spécialistes du cerveau ont depuis longtemps constaté l'extrême complexité. Loin de n'être qu'une émotion subjective, l'inébranlable certitude qui est la nôtre quand nous repérons dans la foule un visage connu semble due à une forme particulièrement rapide et fiable de traitement de l'information par notre cerveau. En 1970 paraissait dans la revue scientifique britannique Nature un article du physicien Peter van Heerden proposant de comprendre cette faculté en la rapprochant d'un certain type d'holographie dite de reconnaissance. L'objet y est holographié selon la méthode classique à ceci près que l'onde réfractée passe par un miroir spécial, focalisant avant d'atteindre l'émulsion vierge. Si un second objet semblable au premier sans être sa copie conforme baigne dans le faisceau de lecture et que la lumière, après avoir rebondi sur le miroir, va cette fois percuter la plaque développée, un point brillant s'y manifeste. Selon le degré de similitude entre les deux objets, l'éclat et la netteté du point sont plus ou moins marqués. Sont-ils différents ? Rien n'apparaît. Placer une cellule photoélectrique derrière le film permet d'utiliser ce système comme instrument de reconnaissance optique. Une technique voisine, l'interférométrie holographique, expliquerait aussi comment nous pouvons par exemple reconnaître quelqu'un perdu de vue depuis des années, c'est-à-dire un visage présentant à la fois des traits familiers et d'autres qui nous sont inconnus. Dans cette technique, on examine l'objet à travers une plaque holographique où est enregistrée son image. Toute modification intervenue depuis le premier enregistrement va refléter différemment la lumière, révélant immédiatement en quoi l'objet a changé et en quoi il est resté le même. Il s'agit là d'un mode de comparaison si précis que la trace laissée par la pression d'un doigt sur un bloc de granit saute littéralement aux yeux. Aussi le procédé a-t-il trouvé des applications pratiques dans les contrôles de résistance industrielle des matériaux. La mémoire photographique. En 1972, deux chercheurs de Harvard travaillant sur la vue, Daniel Pollen et Michael Trachtenberg, suggérèrent qu'une théorie holographique du cerveau pourrait expliquer la mémoire photographique, ou eidétique, du grec eidos, forme et sens, se dit d'une image vive détaillée d'une netteté hallucinatoire, des gens qui mémorisent une scène après l'avoir visionnée quelques instants. Désirent-ils la revoir qu'il leur suffit d'en projeter une image mentale, les yeux fermés ou fixés dans le vide d'un mur ou d'un écran ? Alors qu'ils étudiaient un cas semblable, une certaine Elisabeth, enseignante en histoire de l'art à Harvard, Pollen et Trachtenberg s'aperçurent que le réalisme
de ces images mentales était telle qu'à la lecture d'une page du Faust de Goethe ainsi remémoré, ses yeux se déplaçaient comme si elle avait eu le livre entre ses mains. Alors, petite parenthèse, il semblerait que Jacques Bergier, qui a écrit le Matin des magiciens, entre autres, ait eu cette capacité. Jacques Bergier, quand il lisait un livre, il photographiait en 1 ou 2 secondes les 2 pages, gauche-droite, et il était capable de le restituer des années après. Alors, je continue. Remarquant que l'image holographiée pour être présente dans chaque fragment du support se faisait toutefois de plus en plus trouble à mesure que diminuait la taille du morceau, Pollen et Trachtenberg émirent l'hypothèse que les souvenirs incroyablement précis de ces personnes pourraient être dus à leur accès à de plus vastes secteurs de leur hologramme mémoriel. Inversement, le fait que nous soyons pour la plupart affligés d'une mémoire relativement défaillante s'expliquerait par un accès limité à des zones plus étroites des mêmes hologrammes. Donc on a l'étude qui s'appelle Alpha Rhythm and Eye Movements in Eidetic Imagery, 1972. La transférabilité des compétences acquises. Pour Pribram, le modèle holographique est également susceptible d'éclairer notre capacité à transférer les compétences acquises d'un secteur de notre corps à un autre. Interrompez-vous dans la lecture de ce livre pour tracer dans l'air votre prénom avec votre coude gauche. Vous allez probablement constater que vous y parvenez aisément, alors que c'est sans doute la première fois que vous vous livrez à cet exercice. Pareille aptitude peut ne pas vous surprendre, mais c'est un petit miracle dans la vision classique d'un cerveau dont les divers secteurs, tels celui contrôlant les mouvements du coude, seraient câblés, où nulle tâche ne saurait être exécutée sans qu'un apprentissage répétitif et au préalable établit les connexions voulues entre les cellules concernées. Pribram fait observer que le problème est nettement plus maniable si on prête au cerveau la capacité de convertir tous ses souvenirs, y compris ceux des compétences acquises comme de savoir écrire, dans un langage d'interférence entre formes d'ondes. Un cerveau ainsi organisé serait beaucoup plus souple et pourrait transférer les informations stockées sans plus de difficulté qu'un bon pianiste transposant une mélodie d'une clé à l'autre. La même souplesse peut expliquer que nous soyons à même de reconnaître un visage familier sous quelque angle que l'on observe. Là aussi, une fois que le cerveau a mémorisé un visage, ou tout autre objet ou scène, qu'il l'a converti en forme d'onde, il a tout loisir d'examiner cet hologramme interne sous l'angle qui lui convient. La douleur fantôme ou l'art de se forger un monde extérieur. Pour la plupart d'entre nous, des sentiments et sensations tels que l'amour, la colère ou la faim sont à l'évidence des réalités internes, alors que la musique jouée par un orchestre, la chaleur du soleil, l'odeur du pain sortant du four appartiennent aux réalités externes. Mais ce qui est moins clair, c'est la manière dont le cerveau s'y prend pour faire la distinction entre les deux. Pribram souligne par exemple que si regarder quelqu'un inscrit vraiment son image sur la surface de nos rétines, nous ne percevons pas la personne comme physiquement présente au fond de nos yeux. Nous savons qu'elle fait partie du monde extérieur. Parallèlement, quand nous nous cognons le bout du pied, nous avons mal à l'orteil. Mais en fait, la douleur n'y est pas vraiment localisée. C'est un processus neurophysiologique dont le théâtre se situe quelque part dans notre cerveau. Comment se fait-il alors que notre cerveau soit capable de prendre en compte la totalité des processus neurophysiologiques qui composent notre expérience pour nous faire croire que certains sont là où ils se produisent et d'autres par-delà les frontières de notre matière grise? La caractéristique essentielle d'un hologramme est de créer l'illusion de choses là où il n'y a rien. S'il donne l'impression de se déployer dans l'espace, la main qui cherche à le saisir ne rencontre que le vide. Vos sens sont beaux vous dire le contraire, nul instrument ne détectera jamais la moindre énergie ou substance anormale là où l'hologramme semble flotter. Est-ce pour la simple raison que l'hologramme est une image virtuelle donnant l'impression d'exister en un lieu où elle n'est pas, et qui n'a pas plus d'extension dans l'espace que le reflet tridimensionnel de vous-même que vous renvoie la glace? De même que ce reflet est en fait localisé sur la couche de teint située derrière le verre, l'emplacement réel de l'hologramme est toujours l'émulsion photographique dont est revêtu le support ayant servi à l'enregistrer. Que le cerveau puisse nous faire prendre pour externe un processus interne, la série d'expériences menées sur la fin des années 60 par le physiologiste et prix Nobel Georg von Bexy le démontre amplement. Les personnes qui s'y prêtèrent étaient assises, les yeux bandés, les genoux équipés de vibrateurs. En variant l'intensité des vibrations, Bexy commença par obtenir chez eux l'impression que la source des vibrations passait d'une jambe à l'autre. Puis jouant plus finement sur les commandes, il réussit à leur faire croire que cette source était située entre leurs 2 genoux. Bref, il démontra que les êtres humains peuvent avoir des sensations là où ils sont dépourvus de tout récepteur sensoriel.
Pribram estime que le travail de Bexy conforte le modèle holographique et permet de comprendre comment des fronts d'ondes ou interférences, ou dans ce cas précis des sources interférentes de vibrations physiques, peuvent amener le cerveau à localiser certaines de ses expériences hors des frontières physiques du corps. Le phénomène du membre fantôme, cette sensation qu'ont certains amputés d'être toujours en possession du bras ou de la jambe qui leur manque, un peu comme vous savez dans le bureau des légendes là, y a un des acteurs qui perd la jambe au cours d'une mission, et des fois il se gratte sa jambe en métal. Je continue. Le phénomène du membre fantôme, voilà, pourrait également naître d'un processus similaire. Les preuves d'effet en faveur du modèle holographique. Si tenté fut-il par les nombreuses similitudes entre cerveau et hologramme, Pribram restait conscient du peu d'intérêt de toute construction théorique en l'absence de justification plus solide. Bizarrement, ces dernières lui furent apportées par un chercheur au départ réfractaire à ses thèses, en particulier à cette absence de localisation précise des souvenirs dans le cerveau. Le biologiste Paul Pietsch de l'université de l'Indiana. Pour démontrer que Pribram se fourvoyait, Pietsch élabora un protocole d'expérience sur des salamandres, les travaux précédents lui ayant révélé la possibilité de décérébrer ces batraciens sans les tuer, sans autre conséquence qu'une apathie totale, dont au demeurant l'animal sortait dès qu'il avait récupéré sa matière grise. Alors, petite parenthèse, les salamandres sont connus pour se régénérer presque entièrement quand ils ont été brûlés, quand des parties de leur corps ont été amputées, etc. Je continue. Il raisonnait ainsi. En l'absence de localisation spécifique dans le cerveau, la manière dont on replaçait celui-ci dans la boîte crânienne ne pouvait que rester sans incidence sur le comportement, mettons alimentaire, de l'animal. Ce comportement se modifiait-il que la théorie de Pribram s'effondrait. Il remonta donc les hémisphères cérébraux de son cobaye en les inversant et eut la surprise de le voir reprendre aussitôt sa quête de nourriture. Il prit alors une autre salamandre dont il remonta cette fois le cerveau sans dessus-dessous. L'animal s'obstina dans son comportement alimentaire. De plus en plus agacé, il décida d'employer les grands moyens. Au cours de plus de 700 essais, il trancha, découpa, cisela et même hacha menu l'encéphale de ces malheureux cobayes, mais chaque fois qu'il remettait en place les vestiges, leur comportement revenait à la normale. Ces observations, et toutes celles qui vinrent les confirmer par la suite, convertirent Pietsch à la théorie qu'il avait voulu prendre en défaut. Elles attirèrent aussi l'attention sur ses recherches suffisamment pour qu'une rubrique du magazine télévisé 60 minutes leur fut consacrée. Il commande cette expérience et donne un compte-rendu détaillé de l'ensemble de ses travaux dans un ouvrage tissé d'aperçus fascinants, Shuffle Brain, méli-mélo cérébral. La langue mathématique de l'hologramme. Alors que formulées pour la première fois dès 1947, les théories autorisant le développement de l'holographie débouchaient enfin sur des applications pratiques, et valaient à leur auteur Denis Gabor le prix Nobel de physique, celles de Pribram bénéficièrent sur la fin des années 60 et le début des années 70 d'un soutien expérimental encore plus net. Lors de sa première intuition du concept holographique, Gabor était loin de penser au laser. Il n'avait eu pour objectif que de perfectionner les microscopes électroniques, instrument tout à fait primitif et défectueux à l'époque. Son approche était mathématique et il se servait d'un type de calcul conçu par un mathématicien français du XVIIIe siècle, Joseph Fourier. En bref, Fourier avait trouvé le moyen de convertir toute structure, quelle que fût sa complexité, en un langage de formes d'ondes élémentaires. Il montrait aussi comment on pouvait, à partir de ces formes d'ondes, restaurer la structure d'origine. En d'autres termes, ce qu'il mettait en évidence, c'était un processus mathématique similaire à celui par lequel nos modernes caméras de télévision traduisent des images en fréquences électromagnétiques qu'un récepteur retraduit à son tour en images. Les équations qu'il développa pour convertir des images en forme d'onde et vice-versa ont reçu le nom de transformation de Fourier. Celles-ci permirent à Gabor de consigner les informations relatives à l'aspect d'un objet dans les systèmes de franges d'interférence qui enregistraient leur moirure informe sur l'émulsion photographique. Elles lui donnèrent également le moyen de retranscrire ces systèmes de franges d'interférence en images tridimensionnelles de l'objet original. En fait, la caractéristique de l'hologramme de contenir le tout dans chacune de ses parties est l'un des sous-produits obtenus quand l'apparence d'un objet ou sa structure est traduite dans le langage de formes d'ondes élaboré par Fourier. Sur la fin des années 60 et au début des années 70 donc, divers chercheurs entrèrent en relation avec Pribram pour lui faire part de leur découverte, à savoir que le cortex visuel jouait en quelque sorte le rôle d'un analyseur de fréquences. La fréquence mesurant le nombre d'oscillations d'une onde par seconde, on pouvait en déduire que le cerveau fonctionnait un peu comme un hologramme.
Mais ce ne fut pas avant 1979 que Russell et Karen Devalois, neurophysiologues à Berkeley, firent la découverte qui devait régler la question. Des recherches menées dans les années 60 avaient montré que chaque cellule du cortex visuel est programmée pour répondre à un type précis de saisie de l'espace. Certaines sont activées quand le regard se projette à l'horizontale, d'autres quand il se déplace verticalement, d'autres encore pour les différentes orientations d'oblique et ainsi de suite. Bon nombre de chercheurs en avaient donc conclu que le cerveau collecte ces données en provenance de cellules hautement spécialisées, baptisés par eux détecteurs de structure, et qui les agencent pour nous donner notre perception visuelle du blanc, décrivant sur l'écran noir des mouvements complexes et fluides. Désireux de quantifier ces découvertes, Bernstein convertit ces lignes de points en forme d'onde et eut la surprise de constater que ces dernières comportaient des structures cachées permettant de prédire le mouvement suivant d'un sujet 1 cm à l'avance. Quand Pribram eut connaissance des travaux de Bernstein, il en saisit aussitôt les implications. Il se pouvait que les mouvements du sujet n'aient révélé leur structure cachée qu'après l'analyse harmonique pour la simple raison que le cerveau les enregistrait ainsi. C'était une voie de recherche particulièrement excitante, car si le cerveau analysait tout mouvement en le réduisant à ses composantes fréquentielles, la rapidité avec laquelle nous maîtrisons tant de tâches physiques complexes trouvait là son explication. Ainsi, personne n'apprend jamais à monter en bicyclette en mémorisant à grand-peine chaque phase du processus. On y parvient qu'en saisissant l'ensemble du mouvement dans sa fluidité. Or, l'apprentissage de tant de compétences physiques sur ce mode global et spontané reste un mystère dans l'hypothèse du cerveau stockant l'information donnée par donnée. Mais on comprend mieux si on imagine ce même cerveau procédant à l'analyse harmonique des tâches requises et s'en pénétrant comme d'un tout. Réaction de la communauté scientifique. Si convaincante que fut la démonstration, le modèle holographique de Pribram n'en demeura pas moins fort controversé. Il se trouve que les théories sur le fonctionnement du cerveau sont légion et qu'elles disposent toutes d'une assise expérimentale. Certains chercheurs expliquent la nature distributive de la mémoire par les flux et reflux de divers messagers chimiques. D'autres voient dans les mécanismes d'apprentissage et de mémorisation des fluctuations électriques entre grands groupes de neurones. Chaque école a ses partisans et on peut sans trop s'aventurer dire que la plupart des hommes de science restent imperméables aux arguments de Pribram. Nous en prendrons pour exemple le neuropsychologue Frank Wood de la Bowman-Gray School of Medicine, faculté de médecine Bowman-Gray, de Winston-Salem en Caroline du Nord, qui estime extrêmement réduit le nombre de découvertes expérimentales pour lesquelles il soit nécessaire ou même préférable de recourir au modèle holographique. Sidéré par ce genre d'affirmation, Pribram contre-attaque en faisant remarquer qu'il a sous presse un ouvrage comportant plus de 500 références à des données de ce type. L'isolement de Pribram n'est cependant pas total. Le docteur Larry Dossey, ex-médecin-chef à l'hôpital municipal de Dallas, reconnaît que la théorie de Pribram défie bon nombre de vieux préjugés sur le cerveau, mais il souligne qu'il ne manque pas de spécialistes en la matière pour se sentir attirés par cette notion, ne serait-ce qu'au vu de la flagrante inadéquation de l'orthodoxie actuelle. Le neurologue Richard Restack, à qui on doit la série documentaire intitulée Le cerveau, partage cette opinion, déplorant qu'en dépit de l'évidence grandissante d'une dispersion de type holistique des facultés humaines dans le cerveau, la plupart des chercheurs s'accrochent à l'espoir d'y repérer des fonctions, comme des villes sur une carte. Toute théorie fondée sur de telles prémices n'est pas seulement hyper simpliste aux yeux de Restack, c'est une véritable camisole de force conceptuelle, qui restreint notre accès aux réelles complexités du cerveau. Il estime qu'un hologramme est non seulement possible, mais qu'il est à l'heure actuelle le meilleur modèle de fonctionnement du cerveau. Écoutez, je vous propose d'en finir avec la deuxième partie de ma lecture. Dites-moi si ça vous intéresse, cet ouvrage. Je vous dis à très bientôt.